Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie tous pour votre présence ici en ce jour. Nous avons intitulé notre message « Quels sont les blocages géopolitiques au niveau international qui empêchent la résolution de la tragédie congolaise et comment expliquer le manque de leadership de la Belgique en la matière ?» Il y a une vingtaine d'années, un diplomate japonais accrédité à Bruxelles à l'époque m'avait dit ceci. « Pourquoi vous, Congolais, laissez vos affaires, c'est-à-dire tout ce qui touche à votre pays, la RDC, être sous-traité par la Belgique? N'êtes-vous pas un pays souverain ?» Cette question m'avait beaucoup touché et surpris. M'adressant une interpellation de cette nature, incroyable. Au début, je n'avais aucun argument pour le croire, d'autant plus qu'à cette époque-là, M. Daniel Ducarme, ancien président du Parti réformateur libéral, avait accepté la main tendue de l'opposition congolaise que nous représentions ici à Bruxelles. Il était soucieux d'établir le contact avec nous. Nous l'avions rencontré plusieurs fois à la rue de Naples, siège de son parti, et parfois chez lui, rue Vergote à Bruxelles. Je me souviens même qu'il facilita une franche collaboration entre son parti, la Fondation Jean Rey et l'opposition congolaise, au point de nous inviter à leur congrès de refondation intitulé « Rendre confiance ». Nous étions au Ezel, nous aussi. Pourtant, un jour, la remise en question s'imposa à nous, car du jour au lendemain, le contact fut drastiquement interrompu avec les libéraux francophones, sans explication objective, comme si une interférence était intervenue, une injonction sans doute, un tsunami en quelque sorte. Ayant pris acte de ce revirement spectaculaire, nous avons pris le temps pour essayer de comprendre la vraie raison de cette rupture, tout en suivant les événements du Congo à travers la politique étrangère de la Belgique. 20 années se sont écoulées depuis lors, et nous voilà ici devant vous aujourd'hui. C'est pourquoi, au nom du peuple congolais et au nom de la diaspora politique responsable, nous sommes venus vous entretenir sur les blocages géopolitiques qui empêchent la RDC de sortir de 20 années d'agression rwandaise et ougandaise, années qui ont eu une incidence criminelle dans la gouvernance de notre pays, ainsi que dans les institutions de la RDC. Cette situation a déjà causé environ une dizaine de millions de morts au moins, chiffre qui correspond à la population de la Belgique. Quant aux déplacés, le chiffre est d'environ 4 millions de personnes. Nous sommes venus donc alerter l'opinion nationale congolaise et l'opinion nationale belge sur les fondamentaux de la réelle politique en rapport sur ce qu'il se passe au Congo. Il ne s'agit nullement ici de nous ingérer dans les affaires intérieures de la Belgique, même si chacun imagine bien que l'exercice n'est pas simple, car le fait de vouloir résoudre la tragédie congolaise implique de facto chercher à résoudre l'équation remarquable Belgique-Congo. La première variable de cette équation nous dicte aujourd'hui d'abandonner la naïve politique afin de cheminer sur une voie qui nous conduira vers la redéfinition d'une morale politique susceptible de rencontrer les aspirations du peuple congolais et de restaurer la bonne gouvernance
dans notre pays. Dans ce monde interdépendant, il arrive dans l'histoire des hommes des moments où il convient de présenter les faits avérés et rechercher des solutions justes pour le bien de tous. Il y a des moments où la vérité qui dérange quelques-uns devient une thérapie qui sauve le plus grand nombre. Il y a des moments où le mensonge et la manipulation, érigées en fausses raisons d'État, se traduisent en lois iniques opposables à tous. Il y a des moments où les droits des plus téméraires dénient les droits des plus faibles. Enfin, il y a des moments où une société doit être capable de reconnaître le mal qui a été commis en son nom et de dire aux siens « Halte, ça suffit, vous êtes allés trop loin ». À la lumière de tous ces principes, nous croyons que le temps est venu, pour tous les Congolais, de ne plus continuer à observer sans voir, à entendre sans maudire, à deviner passivement sans poser de questions. Au contraire, il est temps d'agir et de ne pas continuer à subir. Que faut-il entendre par géopolitique? Les définitions les plus courantes nous indiquent qu'il s'agit de l'étude des effets de la géographie sur la politique étrangère des pays et leur impact sur les relations internationales qui en découlent. Cela nous concerne tous. Pour nous, Congolais, il s'agit d'examiner quels sont ces effets par rapport à nos partenaires dits traditionnels, en l'occurrence la Belgique. Le contexte international de l'heure nous y encourage, car aujourd'hui, ne sommes-nous pas tous devenus quasiment des Ukrainiens? C'est-à-dire que face à ce qui est considéré comme une agression militaire extérieure, face à ce qui est considéré comme une violation des principes du droit international, un peuple doit se soulever et défendre sa terre, car il se trouve en position de légitime défense. Ce peuple qui défend sa souveraineté est en droit d'attendre de ses partenaires traditionnels le soutien politique d'abord, l'appui militaire si nécessaire et la solidarité humanitaire. Il est en fait évident aujourd'hui que le Congo est envahi par des forces militaires rwandaises et ougandaises, des poches de rébellion, des mercenaires au service des pays étrangers depuis 20 ans. Ces armées accompagnaient hier Laurent Désiré Kabila pour l'aider à mettre un terme à la dictature du maréchal Mobutu. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ces armées sont restées sur le territoire congolais, sous prétexte cette fois-ci de mettre fin à l'insécurité aux frontières par crainte d'un retour des Hutus, auteurs du génocide des Tutsis en 1994, mais qui en réalité sont restés dans notre pays avec le soutien de la communauté internationale pour piller nos matières premières et déstabiliser la RDC politiquement, économiquement, entre autres. Des massacres et des violences de toutes sortes sont perpétrés quotidiennement au Congo. Nous subissons une guerre que nous n'avons pas provoquée. L'exploitation illégale de nos ressources en matières premières sont vendues à des multinationales qui elles-mêmes sont soutenues par une certaine communauté internationale. Jusqu'à ce jour, aucune solidarité déterminante ne s'est manifestée pour aider le peuple congolais à mettre fin à cette agression étrangère. Nous observons plutôt de nombreux signes qui s'apparentent à de la complicité de la part de la communauté internationale. Face à cette géopolitique de 2 poids 2 mesures, nous constatons qu'il existe des blocages manifestes. C'est pourquoi nous prenons à témoin
l'opinion du monde entier, puisque la RDC fait partie des Nations Unies depuis novembre 1960. Il y a, selon nous, 3 types de blocages. Des blocages au niveau de la RDC, à savoir la responsabilité des Congolais eux-mêmes, et des blocages au niveau de la Belgique, ancien colonisateur, et puis des blocages au niveau de la communauté internationale dans son ensemble. Voyons maintenant quels sont les blocages au niveau de la RDC. Les responsabilités politiques des Congolais. Mais si cette question devait être posée, ne serait-elle pas en fait mal posée? Les Congolais ne sont-ils pas plutôt irresponsables? Car depuis des décennies, ils subissent les événements. Ils ont eu des dirigeants politiques qui n'émanaient pas toujours de leur propre choix. Des formules politiques inadéquates et inédites ont été proposées aux Congolais qui les ont acceptées, s'érigeant ainsi en laboratoire d'expérimentation politique où chaque partenaire traditionnel venait et vient encore au Congo s'arranger avec un filleul issu de la rébellion rwandaise et ougandaise, ou même burundaise, où chaque partenaire extérieur choisit son candidat à une élection quelconque. Est-ce normal? D'où une constitution taillée sur mesure, avec l'imposture au sommet de l'État, un déficit de la maîtrise de la souveraineté nationale, et donc une perte de cette souveraineté, directement récupérée par des partenaires extérieurs, les fonctions régaliennes étant assumées par des ressortissants non congolais. Les dialogues se succèdent d'année en année pour aboutir à des accords, à des arrangements, à des consensus discutables, des parrainages extérieurs. La méconnaissance de l'histoire et donc perte aussi considérable des repères de notre émancipation politique. Le système éducatif complètement désarticulé, laissé à l'abandon. Des parlementaires, députés et sénateurs qui sont des candidats indépendants, souvent, donc des soi-disant élus, mais sans programme, et donc des clients versatiles répondant aux plus offrants, d'où des priorités autour des questions d'intérêt personnel et non des intérêts du pays. Des parlementaires qui revendiquent publiquement, sans vergogne, qu'ils ont été corrompus, des élus qui pillent, échappent à la justice, puis réapparaissent comme si de rien n'était, pour siéger à nouveau impunément dans la Grande Assemblée. Le tribalisme apparaît dans le partage du pouvoir selon un modus operandi dynastique. Un neveu, une tante, une maîtresse se retrouvent au Parlement, un père, son fils, sa belle-fille, tous au Parlement, un cursus électoral où l'on bloque les candidatures des citoyens sans pédigré. Toute une famille postule en même temps au niveau local, au niveau provincial, au niveau national. En cas de victoire dans un des niveaux, alors la suppléance est attribuée à un autre membre de la famille qui n'avait même pas postulé. Concernant l'opposition politique, existe-t-elle réellement? Si oui, quel rôle véritable a-t-elle assumé dans ces différentes assemblées pendant toutes ces années? Il faut reconnaître que la vraie opposition ne se trouve pas dans les 2 chambres parlementaires, mais elle se trouve d'une part dans la rue et d'autre part en diaspora. Il doit bien y avoir une explication pour que ces acteurs politiques aient pu représenter la nation et être considérés comme tels par les partenaires extérieurs.
À la limite, ces différentes impostures n'ont engendré que des accords dénués de toute légalité et de toute légitimité. Arrêtons-nous sur cette question des accords comme mode de gouvernance et de sa justification. Prenons le cas de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. Mais c'est une asphyxie pure et simple de la souveraineté congolaise. Cet accord, lit-on, concerne la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo, mais les protagonistes de ces accords n'ont pas la substance. Cet accord d'Addis Abeba prétend préparer le terrain, par ailleurs miné, en vue de la reprise économique, entre autres. Il évoque notamment des groupes armés nationaux et étrangers. Mais c'est faux. Mais le Congo, notre pays, comme tout pays, ne peut être organisé en groupes armés nationaux. Tout au plus devrait-on évoquer son armée nationale, même affaiblie, mais une armée quand même face aux rebelles, face aux armées étrangères, rwandaises et ougandaises, qui, eux, sont nos agresseurs. La souveraineté du Congo, dans ce document, n'existe pas selon nous, car elle est confondue en groupes armés. Dans ces conditions, un accord qui doit obtenir la cessation des hostilités, sans préciser hostilité de qui, contre qui. Nous, République démocratique du Congo, sommes agressés par des pays bien identifiés. Si le Congo est représenté par des groupes armés, alors on justifie l'intrusion des armées étrangères qui seraient là pour mater les groupes armés non autrement identifiés. Groupes qui sèment l'insécurité dans la région. Et voilà comment subtilement on efface le Congo. Par ailleurs, dans cet accord, pour en assurer le suivi et l'encadrement, il est mentionné l'Union européenne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Le dédoublement ici, Belgique et Union européenne, sert à quoi? La Belgique et la France ne font-elles pas partie de l'Union européenne? Ceci nous amène à considérer que les tutelles internationales sont multiples. Où se trouve alors le Congo dans toute cette configuration? Quel espace lui est réservé? Tous ces accords nous diluent tout simplement comme État souverain. Alors, les conséquences directes de cette irresponsabilité, c'est qu'en partant de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, nous nous posons la question de savoir pourquoi le docteur Denis Mukwege, pourquoi sa voix, lui qui est prix Nobel de la paix décerné depuis 2018, pourquoi cette voix n'est-elle pas entendue? Pourquoi le plaidoyer du docteur Denis Mukwege n'est pas encore concrétisé jusqu'à ce jour, alors qu'il réclame la mise en place d'une Cour pénale internationale pour juger les auteurs des crimes commis en RDC, dont une grande partie sont consignés dans le rapport Mapping des Nations Unies? Cette situation, au fil des années, s'est aggravée, puisque les faits nous démontrent maintenant que nous sommes devant une planification d'un génocide perpétré contre le peuple congolais. Et pourtant, le docteur, ancien ministre des Affaires étrangères de la République française, M. Bernard Kouchner, avait introduit en son temps le principe du droit d'ingérence humanitaire, droit inaliénable lorsqu'un peuple se trouve dans l'impossibilité de se défendre par ses propres moyens. N'avait-il pas clamé Urbi et Orbi que cette responsabilité du droit d'ingérence humanitaire incombait à la communauté internationale? Et nos millions de morts, et la guerre qui ravage nos contrées, et le régime de Kigali,
qui continue à défier les efforts des patriotes congolais parce qu'il se sent intouchable, soutenu par la communauté internationale et par une certaine Belgique. Comme vous le savez, le double agenda des Rwandais et Ougandais consistait dès le départ à dépeupler et repeupler la RDC à partir de l'Est en introduisant des communautés anthropologiques qui ne figuraient pas dans la configuration des ethnies du Congo au moment de l'indépendance, le 30 juin 1960. Le temps a permis de constater que cette intrusion des armées étrangères avait pour but de recomposer la démographie du Congo. La double stratégie visait depuis 20 ans, d'une part, à envahir le Congo et l'occuper durablement, et d'autre part, à accélérer l'extermination des populations congolaises par l'incursion répétitive des mouvements rebelles, afin de massacrer les populations civiles, particulièrement les femmes, les vieilles mamans, les fillettes, les jeunes filles, etc. La raison est très simple. En tuant les femmes, on réduit directement le taux de fécondité et la capacité de procréation de ces femmes congolaises, si bien qu'à terme, il y aura de moins en moins de repères identitaires par rapport au Congo, et donc de moins en moins de populations pouvant s'en revendiquer. De fait, il y aura de plus en plus d'espaces libérés pour repeupler, le nombre faisant loi. Il sera possible alors de justifier ensuite une présence étrangère légitime, puisqu'il n'y aura plus de population autochtone pour témoigner la vérité. Quant aux femmes violées, celles qui survivent à leurs blessures et qui mettent quand même au monde des enfants, deux options s'imposent à elles. Certains enfants seront abandonnés, d'autres resteront avec la mère, et si le père rwandais ou ougandais les reconnaît, l'enfant se reconnaîtra lui-même dans ce patriarche étranger et revendiquera naturellement son appartenance à ce géniteur. Les enfants abandonnés seront repris par les agresseurs, enrôlés dans les circuits illégaux d'exploitation de toutes sortes, l'exploitation sexuelle sauvage, l'exploitation dans les mines non protégées, tués pour l'exploitation des organes, etc. Concernant les enfants enrôlés de force et déracinés, ils seront vite disponibles pour devenir à leur tour des tueurs sans pitié. La déstabilisation de la région pourra alors s'opérer de cette manière également. Sur le plan démographique, il suffit de multiplier ces massacres à répétition et l'on obtient à terme une inversion de la courbe démographique et de la pyramide des âges, ainsi que la déstructuration du tissu social et anthropologique en réduisant le taux de fécondité des femmes congolaises à néant. Pour accélérer cette cadence des massacres, il faut un concours de circonstances, telles que une gouvernance politique autant hasardeuse que frauduleuse, une classe dirigeante corrompue et servile vis-à-vis des agresseurs et des prédateurs extérieurs, une société civile complice et une paupérisation généralisée des populations sans aucun pouvoir d'achat viable, des écoles en déliquescence, etc. Avec un tel tableau noir, nous posons la question suivante. Mais pourquoi la communauté internationale reste indifférente pour mettre en place un tribunal pénal international afin de juger les auteurs des massacres stigmatisés dans le rapport mapping des Nations Unies? Combien de voyages devra effectuer le docteur Denis Mukwege pour que son appel soit entendu? Combien de dirigeants du monde devra-t-il rencontrer encore afin qu'en amont, une impulsion décisive soit donnée
dans la solution des causes de la tragédie congolaise et ne pas se limiter en aval à des réceptions protocolaires assorties de belles photos. Quels sont les dividendes du prix Nobel pour les Congolais en général? Jusqu'ici, pratiquement rien. La deuxième série de blocages maintenant, concernant la Belgique. Depuis plus de 20 ans, mesdames et messieurs, la Belgique, à travers le mouvement réformateur, qui est aux affaires depuis 1999, donc depuis 20 ans, se retrouve dans tous les dossiers concernant le Congo. Mais depuis plus de 20 ans, son leadership est complètement désaxé dans ces dossiers par rapport aux aspirations du peuple congolais qui ne trouve pas son compte. S'il y a un mérite que nous reconnaissons volontiers pour les libéraux francophones belges, au nom de la Belgique, d'avoir remis le dossier du Congo dans l'agenda de la communauté internationale, cela signifiait-il que la souveraineté du Congo n'existait plus? Cela signifiait-il que désormais nous avions une dette vis-à-vis des libéraux pour cela? Devions-nous comprendre que seule valait leur approche et plus la nôtre? Devait-on comprendre que la recolonisation revenait en force? À notre avis, nous devons relativiser les choses, mesdames et messieurs, car en vérité, le dossier du Congo n'avait jamais disparu de l'agenda de la communauté internationale. Sinon, comment expliquerait-on que les multinationales aient obtenu un quasi-blanc-seing de la part de l'ancien président américain, M. Bill Clinton, et autres Canadiens, par exemple, partie prenante dans cette situation? Ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que le rapport des forces Est-Ouest, ayant changé depuis la chute du mur de Berlin en 1989, la géopolitique de la mondialisation a recadré les prétentions économiques occidentales. Et dans ce contexte-là, chaque partenaire traditionnel ou potentiel du Congo cherchait à se refaire une place ou à retrouver sa place. Et pas nécessairement dans le schéma du processus de démocratisation voulu par les Congolais dans les années 1990, mais avec la tentation de reproduire les erreurs du passé. Un système d'affairisme qui sied parfaitement à une mondialisation sauvage. Or, les Congolais, dans les années 1990, avaient repris leur destin en main en déstabilisant le régime de la Deuxième République. Rappelons-nous quelques faits. Le processus de démocratisation déclenché par le maréchal Mobutu en 1990 en fut la parfaite illustration. Les Congolais n'ont pas eu peur de se soulever pour marcher dans la rue où ils ont été massacrés le 16 février 1992. C'était la marche des chrétiens. Les Congolais se sont battus pour que les pressions internationales soient exercées sur le maréchal Mobutu, ce qui a obligé les partenaires traditionnels, y compris la Belgique de la coalition sociale chrétienne socialiste, à faire amende honorable par rapport au passé et s'engager à suivre les grandes puissances qui avaient décidé d'appliquer des sanctions contre le régime de Mobutu, notamment restriction des visas, comptes bancaires bloqués, livret du secret bancaire en Suisse levé, confiscation des biens immobiliers, last but not least, suspension de l'aide structurelle d'État à État,
en attendant que le processus de démocratisation aboutisse. Seule l'aide humanitaire fut maintenue à travers les canaux des organisations non gouvernementales. La Belgique avait alors pris le parti du peuple congolais, souscrivant à cette attente. Et les Congolais avaient approuvé cette politique qui prenait en compte leurs aspirations. Alors, que s'est-il passé exactement au moment où les libéraux arrivaient au pouvoir en Belgique en 1999? Le refrain de l'époque, c'était de clamer haut et fort que le Congo n'intéressait plus personne. Mensonge, évidemment. Erreur de jugement, absolument. La nouvelle coalition libérale socialiste avait tout simplement changé la donne en jetant dans les oubliettes le processus de démocratisation soutenu par la coalition précédente. Et les Congolais ont peu à peu constaté qu'ils ne pouvaient plus compter sur les mêmes acteurs et encore moins sur la même ligne politique qu'auparavant. Or, au moment où la Belgique a repris le dossier du Congo dans l'agenda international, mais le Congo commençait déjà à être déstabilisé, sérieusement. Cependant, les massacres n'avaient pas encore atteint l'échelle d'aujourd'hui. Dites-nous, mesdames et messieurs, on arrive au pouvoir il y a 20 ans pour sauver le Congo, soi-disant disparu des radars, et après 20 ans, le Congo qu'on a colonisé pendant 80 ans est agressé militairement et infiltré dans toutes ses institutions, dans toutes ses structures étatiques et économiques par le Rwanda et l'Ouganda, entre autres. Le Congo menacé de balkanisation, meurtri dans sa chair, avec plus de 10 millions de morts et 4 millions de personnes déplacées. Un État en complète déliquescence, une gouvernance contestable, etc. Et pendant ces 20 ans, nous avons constaté ceci. Mesdames et messieurs, toutes les fois, à quelques exceptions près, où il y a eu un gouvernement nouveau installé en Belgique, chaque ministre belge qui occupe un poste lié au dossier du Congo effectue à bref délai un voyage au Congo, avec dans ses mallettes la coopération au développement, cette vieille belle-mère qui justifie tout. Des voyages dont les cahiers des charges ne sont pas toujours transparents, où l'on ignore la réciprocité diplomatique, avec un mélange protocolaire des genres constant, sans pouvoir appliquer la correspondance exacte entre les entités fédérées de la Belgique et les entités nationales et provinciales au Congo. Comment, dans ces conditions, mesdames et messieurs, peut-on exprimer réellement une ligne politique claire, même si on a de bonnes intentions au départ? Ça devient difficile. Voilà pourquoi nous, Congolais, responsables, considérons plutôt que, depuis 20 ans, le détricotage des promesses de la Conférence nationale souveraine sur le processus de démocratisation avait commencé avec un interrègne de Laurent-Désiré Kabila qui finalement aura fourni l'alibi de l'ordre politique actuel. N'est-ce pas dans cette configuration que nous pouvons trouver des éléments majeurs qui expliqueraient les blocages qui perturbent le développement économique du Congo? Alors revenons à la question fondamentale. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment expliquer? Comment comprendre? Le diplomate japonais, en fait, évoquait un phénomène d'usurpation de la souveraineté congolaise.
nous avons procédé à un examen approfondi durant toutes ces années sur cette question. Il nous a fallu beaucoup de patience, mesdames et messieurs, 20 ans au moins, énormément de patience durant toutes ces années, bravant les frustrations, bravant les déceptions, bravant les trahisons, bravant les mépris, le rejet, pour comprendre. Car pour nous, tout ne pouvait pas s'expliquer uniquement par l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons donc pris le temps d'observer. Procédons donc par étapes. Quelques éléments majeurs nous parlent. Premier élément majeur. Le livre Cobalt Blues, intitulé « La sape d'un géant », publié chez Racine en 2021, c'est-à-dire il y a quelques mois à peine, écrit par Éric Breuilant, belge, né au Congo, précisément au Katanga. Breuilant a longtemps travaillé dans les milieux d'affaires. Il a fréquenté également les milieux économiques congolais et surtout belges. Mais par ailleurs, c'est un ancien journaliste aussi, qui a occupé un poste de rédacteur en chef du journal flamand Trends. Mais son verdict est sans équivoque, mesdames et messieurs. Il parle carrément de sabotage de la Belgique à l'égard du Congo. Vous vous rendez compte? Un Belge qui publie un livre, ici en Belgique, qui nous dit noir sur blanc qu'il s'agit d'un sabotage de son pays contre le nôtre. Et il s'appuie sur une ligne politique défendue depuis des lurettes par les milieux d'affaires proches des partis politiques belges francophones, spécialement les libéraux. Partant de l'exemple de la Gécamine, il relate le témoignage de l'ancien administrateur de cette entreprise, M. Robert Crème. Dans les derniers chapitres, il confirme qu'il existe un deuxième gouvernement de Joseph Kabila, opérationnel jusqu'à ce jour. Éric Breuilant définit la loyauté selon Bruxelles comme étant l'aptitude des Congolais à être corrompus. Et c'est un Belge qui nous l'écrit. Ce qui veut dire en clair que celui qui examine qui est corruptible et qui ne l'est pas est lui-même apte à être corrupteur. Il conclut en recommandant aux Congolais de faire leurs adieux au NOCO, de couper le cordon ombilical qui nous tient en dépendance, car pour lui, c'est la seule condition pour avoir des relations normales entre États. Éric Breuilant nous parle de sabotage. Mais récemment, un autre journaliste belge, proche des libéraux francophones, je préfère taire son nom pour le moment, et vous comprendrez pourquoi. Cet homme m'a parlé à la fois de sabotage et de censure carrément. Par exemple, me disait-il, il y a peu, « Mais madame, citation, je ne peux pas évoquer le livre sur votre père, le président Joseph Kasavubu, livre que vous venez de publier, sinon je risque de perdre mon emploi. Or, j'ai encore une maison à payer. Vous devez savoir, ajoutait-il, qu'il y a une liste noire et vous êtes dedans. Mais continuez à vous battre. Un livre ne meurt pas, madame. On y reviendra certainement. » Fin de citation. Question. Quels sont les intérêts que l'on défend au nom de la Belgique dans les relations d'État à État qui justifient qu'un journaliste s'autocensure pour empêcher les Congolais, aussi bien ceux du pays que ceux de la diaspora, ne serait-ce que eux, de connaître leur histoire? Est-ce normal? Dans quel royaume vivons-nous ici, en Belgique? Plus fondamentalement, est-ce qu'on censure
Est-ce qu'on sabote la mémoire du premier président de la République démocratique du Congo, qui a reçu les clés de l'indépendance des mains du roi Baudouin le 30 juin 1960? Ou bien cherche-t-on à déstabiliser une opposante qui dérange? Et peut-être les deux à la fois. Alors je renvoie chacun et chacune à la lecture du livre de Éric Breuiland, paru aux éditions Racine, fort intéressant par ailleurs, qui nous éclaire aussi sur les fondamentaux de la conception d'une certaine Belgique par rapport aux relations avec la République démocratique du Congo, depuis le passé jusqu'à ce jour. Deuxième élément majeur maintenant. Le film L'Empire du silence du cinéaste belge M. Thierry Michel. Il démontre clairement que les commanditaires des massacres que nous venons d'évoquer au début de notre exposé sont toujours libres et qu'aucune action en justice au niveau international ne permet d'entrevoir une démarche décisive en cette matière. Il s'en étonne, il s'en indigne, il ne comprend pas. Le cinéaste belge, il entoure ces faits de guerre du Rwanda et de l'Ouganda parce que son étonnement concerne surtout son propre pays, la Belgique. Il s'étonne que la Belgique ne fasse rien pour y mettre fin, alors qu'elle revendique toujours l'histoire commune entre le Congo et la Belgique. Troisième élément majeur, le réquisitoire du journal français L'Express, sous la signature de M. Ansé Mobé Fanciana, publié en date du 14 février 2012, nous propose dans cet article une démarche à remonter le temps, car les causes des blocages de la République démocratique du Congo s'expliquent dans la politique étrangère des libéraux francophones et les milieux d'affaires qui leur sont liés. Le point de départ de son analyse des blocages de la RDC, c'est le paradigme néocolonial incarné au moment où l'article fut rédigé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque en voyage au Congo. Il s'agissait de M. Didier Reynders. Nous lisons en substance, citation, « Un voyage effectué sur fond de rivalité et marchandage pour fructifier des rentes et se ménager des plans de carrière grâce aux dividendes soutirés par la manipulation du champ politique congolais. » Reynders poursuit l'œuvre de Louis Michel, paradigme de la politique congolaise, de la Belgique depuis Paul-Henri Spaak. Recycler le pacte néocolonial pour confisquer l'indépendance du Congo et instaurer une co-tutelle belgo-américaine pour contrôler le champ politique congolais afin de régenter la constitution de l'échiquier politique. En conséquence, depuis 1960-1961, cette co-tutelle permet d'éviter que l'expression électorale des Congolais désigne des personnalités indociles au diktat belgo-américain. Le leadership politique congolais n'est légitime pour les Belges que s'il a reçu l'onction de la Belgique. Fin de citation. Vérifions les allégations de l'Express et commençons par l'élément de l'onction belge et le refus de laisser les Congolais exprimer leurs choix électoraux. Prenons l'exemple des élections de 2006. Il y avait 33 candidats pour la présidentielle. Ici, en Belgique, on a évoqué uniquement 2 candidats, à savoir Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Moi-même, je figurais parmi les 33 candidats. Les Congolais voulaient se débarrasser de Kabila, dont la nationalité étrangère n'était plus un mystère pour personne. Les Congolais ont donc porté leur choix au 2e tour sur Bemba. Les partis politiques
acquis au changement, se sont regroupés au sein d'une coalition dénommée Union pour la Nation. Mais comme Mbemba n'avait pas reçu l'onction belge pour ces élections, il devait donc perdre ces élections coûte que coûte. Des menaces de toutes sortes ont bâillonné l'opposition selon le modus operandi suivant. Interdiction par la haute autorité des médias d'organiser des débats publics télévisés entre les différents candidats, particulièrement avec Joseph Kabila. Interdiction de critiquer Joseph Kabila, sinon vous êtes soumis à un embargo médiatique, télévision et presse écrite, durant 15 jours, 20 jours ou 30 jours, selon le degré du reproche relevé, etc. La commission électorale fut mise aussi à contribution pour arranger les machines électroniques et programmer la fraude. Avec en point d'orgue une guerre en pleine ville de Kinshasa, où les milices armées privées de Joseph Kabila ont mitraillé la résidence de Mbemba sur le boulevard du 30 juin, où se tenait une réunion des dirigeants de l'opposition. Les balles ont sifflé et percé les murs. Nous étions tous couchés au sol, tremblants. Un de nous, posté près d'une fenêtre, manqua une balle perdue. Seul son chapeau fut touché. Et cet enfer dura toute une journée. Je n'oublierai jamais cela dans mon propre pays à cause de l'onction belge manquée pour le candidat que nous soutenions au deuxième tour. Et lorsqu'enfin les éléments de l'EUFOR intervinrent dans le secteur, nous pouvions ensuite regagner nos domiciles à pied, pour certains, car il fallait encore se dissimuler en longeant les clôtures des résidences le long du boulevard. Puis c'est Mbemba lui-même qui reçut des menaces pour renier sa victoire électorale. Vous connaissez la suite. Dites-nous, mesdames et messieurs, en Belgique, de telles situations peuvent-elles se produire? Et lorsque nous dénonçons de telles pratiques, doit-on être condamné à mort? Doit-on figurer sur des listes noires? Quels sont ces intérêts étrangers qui agissent ainsi? Bien évidemment, nous avons voulu vérifier aussi cette explication du pacte néocolonial évoqué dans l'Express, en nous basant sur des faits constatés au cours de ces 2 dernières décennies. Et décennies qui correspondent aux 20 ans de l'agression des armées rwandaises et ougandaises que nous dénonçons depuis si longtemps. 1999, les libéraux belges francophones arrivent au pouvoir après 11 années passées dans l'opposition. Les socio-chrétiens qui avaient soutenu le processus de démocratisation à travers la Conférence nationale souveraine passent dans l'opposition. Pour élaborer un état des lieux complet de la RDC, des missions spéciales en Afrique centrale sont confiées à quelques personnalités politiques belges, dont M. Reginald Morels, entre autres, ancien secrétaire d'État à la coopération au développement, social-chrétien flamand. Des missions ordonnées par le nouveau vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Louis Michel, du mouvement réformateur, rappelons-le. Dès lors, le plan d'action des libéraux qu'il met en œuvre sur la politique étrangère de la Belgique est lancé. Le 9 décembre 1999, à 19h30, le vice-premier ministre, M. Louis Michel, au micro et devant les caméras du journal télévisé de la RTBF, explique les raisons de la mise en place de la commission parlementaire Lumumba, dont les conclusions permettront de dédommager sa tribu. Était-ce un lapsus malheureux ou bien une façon de voir le Congo, désormais, à travers la tribu des personnalités d'hier et d'aujourd'hui?
janvier 2001, Mzee Laurent Désiré Kabila est assassiné. Pendant que le peuple congolais, manipulé, croit encore que Mzee Laurent Désiré Kabila est évacué au Zimbabwe pour y être sauvé, la tragique nouvelle de sa mort est annoncée devant les caméras de la télévision belge par le vice-premier ministre M. Louis Michel. Une succession s'opère, autant nébuleuse qu'anticonstitutionnelle, et qui propulse Joseph Kabila à la tête de la RDC. Un gouvernement inédit dans le monde apparaît, où il y a un président et 4 vice-présidents, le 1+4, qui représentaient chacun une faction de la rébellion armée. Joseph Kabila fut présenté comme le fils de Laurent Désiré Kabila, alors qu'il n'en est rien. Il ne l'a jamais été. Mensonge d'État. Curieusement, il est reconnu tout de suite par la Belgique. Lui qui n'est pas congolais a tout de suite reçu l'onction de la Belgique. Dites-nous, mesdames et messieurs, dans l'hypothèse où Joseph Kabila fut le fils de Laurent Désiré Kabila, quelle constitution congolaise accrédite une succession d'ordre dynastique? Un mandat du reste qui ne sera jamais comptabilisé. Or, il était convenu entre les parties prenantes des accords nébuleux que celui qui dirigerait le 1+4 ne devait pas se présenter aux élections présidentielles. Alors, qu'avons-nous constaté? En réalité, Joseph Kabila a obtenu 3 mandats. Aujourd'hui, il tire encore les ficelles sur la base du 2e gouvernement qui fonctionne en coulisses. Février 2004, M. Joseph Kabila, en qualité de président de la République démocratique du Congo, est reçu au Sénat du Royaume de Belgique pour rendre hommage aux pionniers du colonialisme ainsi qu'au règne du roi Léopold II. Le président du Sénat, M. Armand de Decker, se félicita en lui répondant qu'une nouvelle ère commence dans les relations entre les 2 pays. Juillet 2004, M. Louis Michel quitte les affaires étrangères pour un poste de commissaire européen chargé de la coopération au développement et de l'action humanitaire, toujours proche des dossiers du Congo. M. Karel de Gucht, le nouveau ministre des Affaires étrangères, libéral flamand, tente de trancher avec les options de ses coreligionnaires francophones qui, dit-il, considèrent le Congo comme une 9e province de la Belgique. Mais très vite, de Gucht se heurte au plan d'action des libéraux francophones. De Gucht alerte les Congolais sur la supercherie qui règne autour de Joseph Kabila et sa gouvernance. Et il le fait savoir. Il irrite ses pairs francophones et finalement sera muté à la Commission européenne pour occuper le poste de commissaire européen chargé de la concurrence, très éloigné des dossiers du Congo. En vertu du devoir d'alternance des pays au sein de l'Union européenne, il ne peut y avoir 2 commissaires belges en même temps. Alors, exit le commissaire européen à la recherche scientifique, M. Philippe Busquin, le socialiste. Joseph Kabila respire et exprime son satisfecit. Juin 2005, M. Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et M. Louis Michel, commissaire européen désormais, se rendent au Congo, devant les parlementaires congolais, dans l'enceinte du Parlement congolais. Ils lancent un ultimatum à ces derniers à propos de la prolongation de la transition. L'opposition, par la voix d'Étienne Tshisekedi, exige que le délai butoir du 30 juin 2005 soit respecté, en appelant à des manifestations pacifiques pour se faire entendre.
Ce à quoi M. Barroso réplique par cette déclaration, citation, « Ceux qui œuvreraient à l'encontre de cet objectif par la fraude, la haine ethnique, seront repérés par la communauté internationale. » Mais pour sa part, M. Louis Michel est encore plus catégorique en déclarant, citation, « Il n'y a pas d'alternative au processus de transition. Ceux qui prennent l'initiative de perturber la transition devront en répondre un jour devant l'histoire. » Fin de citation. Il tiendra le même discours la même année à l'hôtel Memling en compagnie de M. Javier Solana européenne à l'époque. Il est indépendant. Donc un candidat sans base électorale, sans aucune appartenance ethnique au Congo. Donc de quel espoir s'agissait-il? Était-ce un code? Même si plus tard, cette profession de foi ne fut pas répétée, aucune autre n'a effacé les conséquences de cette sortie médiatique, qui se manifeste encore aujourd'hui. Voyons comment. Il faut se souvenir que, du point de vue des Congolais de l'opposition démocratique, cette prise de position eut un effet catastrophique sur le jeu politique. En se basant maintenant sur l'argument de l'onction belge et du pacte néocolonial, dixit le journal L'Express, une telle déclaration, un tel engagement solennel ont fait de Joseph Kabila un modèle. Faussaire, imposteur, nationalité douteuse, entre autres. Et donc, toutes ces caractéristiques devenaient des qualités dans le cadre d'une philosophie politique de l'ingérence délibérée, de sorte que son concepteur a progressivement constitué une clientèle politique à l'image de ses qualités, grâce notamment à une diplomatie sélective, une diplomatie exclusive, distribuant des bons ou des mauvais points aux Congolais dans leur propre pays, désignant le profil des Congolais que l'on reçoit et dans quelles conditions on les reçoit, marginalisant d'autres en misant sur l'usure du temps afin qu'ils s'épuisent naturellement et meurent. Ainsi, l'espace politique libéré sera récupéré par les acteurs douteux, les modèles précisément. Juin 2006, les libéraux belges francophones, M. Renders et Armand de Decker, ministre, président du Sénat, se rendent au Congo en mission officielle. Ils en profitent pour souhaiter un heureux anniversaire à Joseph Kabila. Devant les caméras de la télévision, les ministres belges lui offrent de somptueux cadeaux. À l'avant-plan apparaît un gros paquet dont l'emballage porte la couleur bleue du parti du mouvement réformateur libéral. Aucun protocole n'entra en action. Le 21 août 2007, Madame Olive Lembe, épouse de Joseph Kabila, est reçue à déjeuner au Sénat par le président du Sénat, M. Armand de Decker, en compagnie de l'ambassadeur de la RDC à Bruxelles, M. Jean-Pierre Moutamba. Puis elle sera reçue également par Madame Marie Arena, ministre-présidente de la communauté française. Le 1er mars 2011, le parlementaire écolo, sénateur, M. Jackie Moral, s'interroge sur le sens du partenariat belge avec le Congo. Et il pose clairement la question à la Chambre des représentants sur la modification de la Constitution congolaise annoncée par Kinshasa, visant le changement du processus électoral et de l'élection présidentielle, qui supprime le deuxième tour pour ramener le scrutin à un seul tour afin de favoriser Kabila. Les libéraux flamands ont critiqué
tandis que les libéraux francophones ont entériné. Le 19 janvier 2012, M. Didier Reynders, toujours aux affaires étrangères, choisit Joseph Kabila au détriment de l'opposition, qui crie à la fraude électorale et réclame la vérité des urnes, qui, selon le verdict même des observateurs de l'Église catholique, donne la victoire à Étienne Tshisekedi. M. Reynders ne croit pas qu'une vérification des résultats de l'élection présidentielle réclamée par l'opposition pourra modifier le résultat final. Fin janvier, début février 2012, M. Joseph Kabila mandate à Bruxelles, en mission spéciale, le chef des renseignements du Congo, M. Kalev Moutonde, afin de rencontrer officieusement certaines personnalités belges pour les convaincre d'entériner les résultats de l'élection présidentielle contestée de novembre 2011, dont les indicateurs objectifs confirment une nouvelle fois que c'est bien Étienne Tshisekedi qui a remporté la victoire. Le 10 juin 2016, le ministre Didier Reynders recevait l'opposition congolaise choisie par les libéraux francophones, venus lui présenter les résultats des travaux du Rassemblement des Congolais tenu à Genneval dans le Brabant wallon. Or, il s'agissait d'acteurs politiques pour la plupart issus des rébellions armées dans le cadre de la politique d'agression militaire du Rwanda et de l'Ouganda contre le Congo. Mais, évidemment, des acteurs recyclés afin de répondre au modèle défini en 2006. Compte tenu de ce qui précède, d'autres questions méritent d'être posées, mesdames et messieurs, dans le souci de résoudre la tragédie congolaise. Quel homme politique, quelle femme politique en Belgique et même en Europe pourrait supporter tant d'injustices pendant plus de 20 ans, des droits de l'homme bafoués, des salaires confisqués, des hôpitaux détruits, des écoles délabrées, une population en guenille, une classe politique en perte de vitesse, des infrastructures qui ne fonctionnent pas. Qui enrichit le Rwanda et ses soutiens? Ce sont nos matières premières. Ce sont nos minerais qui alimentent tout ce monde. Quelle personnalité politique, mesdames et messieurs, peut accepter d'être confinée dans le déni de la vraie histoire du Congo pendant toutes ces années et regarder passivement les NOCO encenser l'agresseur principal contre le peuple congolais, l'homme fort de Kigali, en continuant à déployer le tapis rouge devant lui, sans exiger la fin de l'occupation de ses troupes au Congo, puis nous dire ensuite que tout va bien. Qui tient qui en otage? Quels Congolais peuvent rester indifférents de voir que grâce à cette idéologie du modèle imposé, on désoriente notre pays durablement en rejetant nos diplômés qui ont pourtant étudié dans les universités de cette Belgique, nos patriotes qui proposent des projets de loi qu'un Parlement aussi corrompu ne fait pas, en expulsant certains de nos candidats réfugiés, démunis, désespérés, comme ceux venus récemment d'Ukraine, hier encore, tout en chantant que nous avons une histoire commune. Qui peut accepter une telle audace d'ingérence politique qui vise essentiellement à éradiquer et effacer nos dignités d'expérience, nos dignités d'expertise au profit de principautés de la 25e heure qui perturbent les relations équitables entre États, décrètent inopérantes les orientations majeures d'un pays qui cherche à s'autodéterminer?
Qui peut tolérer que l'on se taise là où les pionniers de l'indépendance du Congo sont tombés pour la patrie? Or, jusqu'à preuve du contraire, l'acte juridique consacrant l'indépendance du Congo, dûment signé par nos deux pays en juin 1960, en présence du roi Baudouin, n'a pas été abrogé, ni par les Congolais, ni par l'Union africaine, ni par les Nations unies, et encore moins par la Belgique. Nous défendons notre pays, tout simplement, et nous continuerons à le faire. Car nous remarquons que chaque fois que les Congolais ont voulu se prendre en charge, une certaine Belgique a activé sa diplomatie de blocage et sa diplomatie des petits papiers qui consiste à multiplier des voyages dans les deux sens pour transmettre en discrétion des décisions politiques dont la résultante est de freiner les ardeurs congolaises en recommandant aux acteurs politiques le dialogue, la réconciliation, le partage du pouvoir, les deals, en acceptant tout ce qu'un honnête homme, un honnête citoyen rejetterait au nom de la morale et du bon sens, tout simplement. Quelle garantie de bonne gouvernance peut-on avoir lorsqu'on évite la justice? Et pendant ce temps, Kabila est toujours en place, avec son gouvernement parallèle. Ses alliés restent là. Ils rasent les murs, certes, mais ils voyagent encore. Avec quel visa? De quelle durée? Qui rencontre-t-il? Quel contrat signe-t-il encore? De tout ce qui précède, je demande à tous les Congolais, ceux qui vivent à l'intérieur du pays, comme ceux qui vivent en diaspora, de réunir nos efforts pour mettre un terme à la situation que nous vivons dans notre pays depuis plus de 20 ans. Nous devons prendre l'engagement de nous lever, de ne pas avoir peur, car le Congo est notre bien commun. L'expérience vécue, vous l'avez vu, vous l'avez entendu ici, nous démontre que nous n'avons plus d'histoire commune à défendre avec qui que ce soit. Mais nous avons simplement un État à restaurer. C'est cela qui est prioritaire désormais. Et pour ce faire, nous allons parcourir toute la Belgique, tous les pays européens où il y a des communautés congolaises en nombre qui sont devenus des citoyens de ces pays-là. Nous irons donc pour notre part, à travers toute la Belgique, à la rencontre de l'électorat belge en premier lieu. Toutes les linguistiques, tous les régimes linguistiques confondus, car c'est la population belge, peuple ami, qui se rend régulièrement aux urnes pour élire les hommes et femmes politiques qui façonnent leur histoire. Je le répète, nous allons parcourir toute la Belgique à la rencontre de l'électorat belge, de toutes les entités linguistiques, car c'est la population belge, c'est le peuple belge, un peuple ami avec lequel nous avons tissé des relations que personne ne pourra contester, un peuple qui est toujours ému d'apprendre la vérité, parce que c'est un peuple qui est aussi loin des informations. Et donc nous irons à la rencontre de cette population belge, parce que c'est elle qui va aux urnes pour désigner les dirigeants. Nous leur expliquerons patiemment pour qui voter demain, car nous aussi, nous voterons un jour pour la justice dans notre pays. Nous expliquerons à nos enfants, ceux qui sont nés ici et ceux qui grandissent péniblement au pays, et à toutes nos communautés congolaises, partout, la réalité du monde dans lequel on vit.
sans nous voiler la face, sans hypocrisie, dans la vérité et l'honnêteté. Nous leur apprendrons à écrire notre propre histoire, à découvrir notre passé, dans ses douleurs comme dans ses espérances, à façonner leurs ambitions pour un monde meilleur, à œuvrer pour le bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ne craignez rien, chers compatriotes, ne craignez rien, chers amis, car notre cause est juste et noble, et notre cause vaincra. Ensemble, sauvons le Congo. Sauvons la mémoire de nos ancêtres. Restons unis. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.